Bienvenue sur le forum d'éducation. On parle ce matin de l'éducation qui, comme vous le savez, est un droit humain fondamental consacré par les textes des lois du Bénin. Au regard donc de son importance dans le renforcement du capital humain, fer de lance du développement durable et de la production de richesses, elle est définie comme une priorité nationale et focalise l'attention soutenue des principaux acteurs, OSC, gouvernement, PTF et parents d'élèves. En dépit des efforts conjugués des gouvernants, de la société civile et des PTF, depuis plusieurs décennies, il faut dire que les promesses d'une éducation inclusive de qualité pour tous ne sont pas encore tenues. Le système éducatif de notre pays, malgré les progrès enregistrés en termes d'accès et d'investissement, demeure confronté au défi de la qualité. Alors, question, quel chantier ouvrir pour repenser l'éducation afin qu'elle réponde aux préoccupations et aux besoins de la nation? C'est la question en débat aujourd'hui. L'éducation transformatrice, pourquoi et comment? Des experts évoquent le sujet. Alors, j'ai sur ce plateau Hervé Kenra, coordonnateur national de la CBO-EPT, Coalition béninoise des organisations pour l'éducation. Pour tous, coordonnateur, bonjour. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, j'ai avec moi Claudine Daïzor. Bonjour, madame Daïzor. Bonjour, madame. Alors, je précise que vous êtes la directrice exécutive de la Chrysalide ONG. Et un troisième invité sur ce plateau, Gaëtan Ponoucon. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes, vous, le secrétaire général de du SINAEM, n'est-ce pas? Oui. Le syndicat national des enseignants des écoles maternelles du Bénin. Merci. Alors, chers experts, merci d'être sur ce plateau. Merci de nous aider à mieux comprendre ce que c'est que l'éducation transformatrice. Première question, coordonnateur, quelle est déjà votre appréciation du système éducatif? On plante le décor ainsi. Merci, madame la journaliste. Ouais. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de l'ORTB. Chers téléspectateurs, on voit bien que vous êtes un habitué des radios. Voilà. Mais bon, c'est les médias. Oui. Voilà. Je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de la transformation de l'éducation au Bénin, l'éducation transformatrice. Qu'est-ce que c'est? D'abord, mon appréciation de la situation éducative au Bénin, tant bien que mal. Bien parce que je note un engagement politique pour faire de l'éducation une priorité nationale. Ça, c'est un véritable atout pour la transformation de l'éducation. Oui. Je note également que des réformes structurelles sont en cours pour que la qualité de l'éducation soit véritablement au rendez-vous. Comme vous l'avez bien dit, depuis plusieurs décennies, nous nous battons dans tous les pays, c'est dans tous les pays, ce n'est pas au Bénin seul. On se bat pour la jouissance de tous les enfants au droit fondamental à l'éducation. Mais on n'y arrive pas. D'accord. On n'y arrive pas. Donc, le cas du Bénin, c'est ça qui nous réunit. Je voudrais dire que malgré tous les efforts qui sont consentis dans le domaine de l'éducation, il y a de nombreux défis qui restent à relever. Vous savez qu'en 2015, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde entier, a pris un certain nombre d'engagements par rapport à la réalisation de l'agenda de développement durable. Et cet agenda de développement rural, durable, oui, il faut le rappeler, s'articule autour de 17 objectifs de développement durable. Et c'est l'objectif numéro 4 qui est dédié à l'éducation. Et le Bénin, une fois ces engagements pris, a domestiqué ces engagements au niveau national pour pouvoir définir les cibles prioritaires qui engagent le développement du Bénin. Et au niveau de l'ODD 4, l'objectif de développement durable numéro 4 qui est dédié à l'éducation, il y a les cibles 4.1, 4.4 et 4.5 sur les 7 cibles prioritaires qui ont été définies. Donc,
Au regard de ces cibles, il faut noter qu'il y a des indicateurs, des indicateurs clés qui sont liés à la réalisation de ces différentes cibles. Et au nombre de ces indicateurs, nous allons insister sur deux de ces indicateurs pour apprécier la situation de l'éducation au Bénin. Lesquels? Notamment le taux d'achèvement du primaire et du secondaire, c'est-à-dire, autrement dit, le taux d'achèvement de l'éducation de base, la proportion d'enfants qui entrent dans le système et qui sont restés jusqu'à l'éducation de base. L'éducation de base couvre de la maternelle jusqu'en classe de 3e. D'accord. Voilà. Et deuxième indicateur, c'est la parité entre les filles et les garçons. Nous allons insister exclusivement sur ces deux indicateurs pour dire que quand on prend le taux d'achèvement au niveau du primaire, parce que c'est ça qui montre l'efficacité de notre système, et ce taux d'achèvement a un peu de problème. Un peu de problème parce que en 2021-2022, selon le rapport MIC, c'est l'INSTAD qui organise une enquête périodiquement pour renseigner un certain nombre d'indicateurs. Selon ce rapport, c'est à peine 50% des enfants qui entrent au CI qui achèvent le primaire. Selon ce rapport en 2021, ça veut dire qu'il y a une forte déperdition dans le système. Ils ne se maintiennent pas. Les enfants ne se maintiennent pas dans le système. Mais quand on évolue vers le secondaire premier cycle, ce taux connaît une tendance fortement baissière. C'est à peine 25% des enfants qui se maintiennent dans le premier cycle et dans le second cycle autour de 12%. Et donc, en tenant compte de ces indicateurs, on va dire quoi? Que le système éducatif béninois se porte bien ou pas? Le système éducatif béninois se porte mal. D'accord. Se porte mal en dépit des réformes, des efforts qui sont consentis aussi bien par les pouvoirs publics, par les PTF, par les organisations de la société civile que nous sommes. Quand on prend les filles, par exemple, au primaire, c'est à peine 49,7% qui achèvent le primaire. Et c'est donc fort de ce constat qu'intervient la transformation. Fort de ce constat et beaucoup d'autres défis que le monde traverse aujourd'hui, que nous pensons qu'il faut véritablement transformer l'éducation et faire en sorte que les promesses qui sont faites soient réellement tenues. Très bien. Gaëtan Kouanoukon, il faut donc transformer l'éducation. Pourquoi, en réalité? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Il faut transformer l'éducation pour répondre aux besoins de la société, pour répondre aux besoins de la communauté. D'accord. Qu'il vous souvienne, nous avons des préoccupations aujourd'hui qui sont liées au changement climatique, qui sont liées aux violences basées sur le genre, d'autres préoccupations liées au maintien des filles à l'école et d'autres défis qui sont très très importants pour le système éducatif. Donc, il faut transformer l'éducation pour faire en sorte que la communauté, les enfants et aussi tous les acteurs puissent contribuer véritablement à l'éducation d'une nation prospère. Très bien. Oui. Alors, Claudine Daïso, comment on arrive à transformer l'éducation? Alors, vous voyez, l'éducation, qui est vraiment un droit fondamental, qui est un outil qui peut aider à réaliser le développement durable, à réaliser la paix, fait face à de multiples défis. Alors, si nous ne considérons pas une nouvelle manière de voir l'éducation, si on reste avec les anciennes manières, les anciennes pratiques et tout, ça va être difficile de faire face à ces défis. D'accord. Alors, aujourd'hui, il faut optimiser les relations entre la démocratie, la diversité et la justice. Parce que sans la justice, sans la démocratie, sans le respect de la diversité, former les meilleurs acteurs de demain reste un défi. Alors, pourquoi il faut une éducation transformatrice? Il faut une éducation transformatrice pour que,
pour réaliser des changements fondamentaux dans le processus et aussi dans les opportunités de l'éducation. L'éducation doit être intergénérationnelle et aussi tout au long de la vie. Avant, quand on parlait d'éducation, on pensait essentiellement aux enfants, aux jeunes et certains jeunes adultes. Mais aujourd'hui, avec l'ODD4, pour réussir une éducation vraiment de qualité inclusive, de qualité pour tous, il faut que l'éducation soit tout au long de la vie. Et comme l'a dit tout à l'heure mes collègues, il y a tellement de défis que pour faire face à ces défis, il faut voir les choses autrement. L'éducation transformatrice pour que réellement ces apprenants puissent avoir les outils nécessaires pour devenir les citoyens de demain avec des valeurs morales, avec être des responsables, pouvoir faire face aux défis de leur communauté et aussi de la mondialisation. Sans qu'on ne fasse les changements nécessaires, ça va être difficile de réaliser cela. Et surtout, quand on voit les valeurs dont on a besoin pour que demain, l'apprenant d'aujourd'hui soit un acteur avec toutes les responsabilités et toutes les valeurs dont il a besoin pour que notre développement soit durable et se fasse surtout dans la paix. D'accord. Alors, Monsieur Kenra, je vois bien, au regard des différents points de vue, que l'éducation transformatrice, finalement, nous emmène à opérer, on va dire, des changements radicaux. Bien sûr, il faudrait recadrer les objectifs de l'éducation aujourd'hui, toucher fondamentalement les programmes d'études et les aligner sur les préoccupations des communautés, comme M. Gaëtan l'a dit. Il faudrait que nos programmes d'études s'adaptent à nos réalités et préparent les apprenants à être résilients face aux nouveaux conflits, crises, aux nouvelles crises, les crises sanitaires. Nous avons connu la Covid-19 ici. Et ça a eu beaucoup d'impact sur la continuité éducative. On n'était pas préparé à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits armés dans le monde. Il y a on connaît aujourd'hui un accroissement de l'égalité, des sexes, de l'inégalité des sexes. Les inégalités aujourd'hui s'accroissent énormément. Il y a également on connaît un recul démocratique dans tous les pays, ce n'est pas que le Bénin seul. Donc, face à ces défis, il faudrait que le programme d'enseignement, les modes d'enseignement aujourd'hui préparent l'apprenant à être un sujet moral, capable de prendre des décisions éclairées et d'agir en conséquence. Donc, d'où il faut des réformes profonde sur tout le système qui est en place. Vous avez parlé tout à l'heure de toucher au programme. On sait que quand il s'agit de toucher au programme scolaire, c'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire, mais je pense que le gouvernement actuel est conscient de cet enjeu. Et aujourd'hui, il y a un vaste chantier qui a été lancé par le Conseil national de l'éducation pour réformer aussi bien les contenus notionnels que les modes d'enseignement. Et ce processus est en cours aujourd'hui. Et je voudrais ajouter que pour réformer, transformer l'éducation, il y a 3 principaux leviers sur lesquels il faut s'appuyer. Le premier, c'est de recueillir des meilleures données pour pouvoir renseigner les mesures, informer les mesures à prendre. Deuxième levier, c'est de mettre en place des systèmes, de meilleurs systèmes juridiques et politiques pour encadrer le système éducatif en tenant compte de nos valeurs.
Et j'insiste sur ça. Et le troisième levier, c'est d'améliorer les pratiques d'enseignement-apprentissage afin que cela autonomise aussi bien l'enseignant que l'apprenant. Aujourd'hui, quand vous regardez nos apprenants aujourd'hui, est-ce que ces apprenants peuvent ont les capacités, les compétences requises pour régler des problèmes complexes sans les parents? Alors que ce que nous souhaitons, il faut que le système éducatif arrive à préparer nos enfants à être autonomes dans leur analyse, dans leur réflexion pour pouvoir affronter les problèmes complexes. Surtout que nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Les idéologies violentes et haineuses auxquelles nous faisons face aujourd'hui dans le nord du Bénin, l'insécurité, il faudrait que nos enfants puissent vraiment développer des compétences pour faire face à ces réalités. Et l'éducation est l'outil fondamental que nous pouvons utiliser pour assurer la paix, la quiétude dans nos pays. Alors, tenir compte de nos valeurs, vous avez insisté là-dessus. Gaëtan, pour nous, que faut-il inculquer à nos enfants à travers nos programmes éducatifs pour que cela nous ressemble finalement, pour que cela, je ne sais pas, cela ressemble à notre histoire, à notre vécu, à notre quotidien? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je pense qu'il faut réfléchir dans le sens d'intégrer les apprenants dans le processus et intégrer les acteurs de l'école dans le processus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement qu'il faut veiller à ce que les valeurs liées au vivre ensemble, les valeurs liées à la démocratie, les valeurs liées à la paix, et aussi les valeurs liées au développement des contextes au niveau international, à savoir la technologie. Il faut veiller à ce que notre pays, notre système éducatif puisse désormais prendre en compte les questions qui prennent en compte les préoccupations liées au monde d'aujourd'hui et de demain. Vous voyez, donc les préoccupations qui sont liées au monde d'aujourd'hui, nous avons les préoccupations d'ordre contextuel. On peut également aborder les questions liées à l'environnement, les questions liées à l'intelligence artificielle, à la robotique et beaucoup d'autres aspects de l'éducation, parce que le monde est en train d'aller vers sur le terrain du concret, du pragmatique. Pour éviter d'enfumer, j'ai pas envie de dire, c'est peut-être un peu trop fort, les enfants avec des notions théoriques qui finalement ne leur servent à rien. C'est ce que je voulais dire. Et donc il faut aller à la pratique. Et c'est pour cela que nous voulons remercier le gouvernement qui a initié des programmes dans le sens de la formation technique et professionnelle. Je pense que c'est du concret. Et par exemple, au niveau du préscolaire, on peut encore envisager des choses dans ce sens pour voir comment continuer de la petite enfance en passant par le primaire, en allant au secondaire, à l'université, pour que cela soit transversal. Donc il faut réfléchir sur les valeurs telles que le bon sens, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs liées à la paix et d'autres aspects qui sont extrêmement importants pour la communauté. Et je voudrais aussi dire qu'il faut que les acteurs qui sont dans le système soient des gens qui s'y connaissent, et il faut associer également les parents d'élèves pour apporter leur contribution. Il faut intégrer l'enfant dans l'apprentissage. C'est ce que nous appelons l'apprentissage actif. L'enfant est acteur de son propre savoir et il faut lui donner effectivement toutes les ressources nécessaires. Il faut lui apporter les instruments capables d'avancer. Vous voyez un peu. Donc cela... Soyons concrets sur ce plateau. Donnons un exemple. Oui. Si nous prenons par exemple les collèges, il faut des packs informatiques dans les collèges. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il faut en avoir assez. Il en faut un peu plus. Bien sûr. Si nous prenons par exemple le primaire, il faut déjà
c'est en cela que je remercie les différents acteurs au niveau du ministère de l'enseignement maternel et primaire qui travaillent sur la digitalisation, qui travaillent effectivement sur l'éducation au niveau à la base, qui prennent en compte les questions numériques, comment concevoir des modules de formation à partir de la technologie actuelle, l'intelligence et ainsi de suite. Oui. Donc je pense que c'est des aspects. Et si on peut faire en sorte que cela puisse partir de la maternelle en passant par le primaire. Il ne faut pas attendre voilà. le primaire, le secondaire pour le faire. Il faut déjà commencer au niveau de la maternelle. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Mais Claudine Daizo, à la maternelle, est-ce que les enfants sont conçus? Est-ce qu'ils ont toute l'intelligence qu'il faut pour capter déjà à ce niveau les notions d'informatique et autres? Je pense que à un certain niveau, je voudrais attirer ici l'attention sur le fait que le numérique est une bonne chose. Ça peut nous relier les uns aux autres et au monde, mais attirer l'attention surtout des parents. D'accord. Parce que vous savez, à la maternelle, l'enfant a déjà autour de 3-4 ans, 5 ans par là. Oui. C'est bon de mettre le numérique, mais il faut veiller à ce que ça ne fasse pas du mal aux enfants. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être conscients que les écrans captivent. Ça nous apprend beaucoup de choses. Mais de notre côté, il faut faire attention à la désocialisation. D'accord. Un enfant qui est mis devant les écrans trop tôt ne développe plus l'interaction avec les autres. Donc je pense que... Il est dans une sorte de solitude qui fait que... il est captivé par l'écran et il ne voit plus qu'à côté de lui, il y a la famille, il y a les amis et qu'il faut jouer. Donc je dis avec prudence, l'écran pas avant un certain âge. D'accord. Et pas tout le temps. Hein? Si vous savez, ceux qui ont inventé toutes ces choses, envoient leurs enfants dans des écoles sans écran. Ils sont aussi prudents sur la question. Sans écran. Mais alors, Claudine Daizo, oui. Quels sont les principaux axes de changement qu'il faudra opérer pour, on va dire, réaliser une transformation de l'éducation? Alors, je vais donner quelques-uns. Oui. Par exemple, il faut transformer les écoles, les protéger en tant que lieux sociaux et éducatifs, faire de l'inclusion, de l'équité et du bien-être individuel et collectif pour que les écoles soient des endroits inclusifs, sûrs et sains. Ça, c'est un des premiers axes. Alors, un autre axe, c'est faire en sorte que plaider en faveur de programmes d'enseignement-apprentissage qui développent la créativité, l'engagement, un large éventail de capacités tout au long de la vie, plutôt que des grilles disciplinaires qui préparent à la bureaucratie, tout simplement. Un autre axe, investir dans un enseignement-apprentissage qui renforce la coopération, la solidarité avec des enseignants qui disposent de conditions de travail dignes et un accompagnement professionnel continu qui reconnaissent que l'enseignement est en soi une profession collaborative. Il faut veiller au numérique. On parlait tout à l'heure du numérique. C'est une bonne chose et j'ai attiré l'attention pour faire attention à la petite enfance afin que ça ne devienne pas des êtres asociaux. Hein, vous savez que... Ce qui est sûr aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le numérique. On ne peut pas faire sans... Non, c'est l'avenir, mais il faut qu'on soit prudent. Par exemple, au niveau de la chrysalide, nous accompagnons des enfants autistes. Donc c'est neurodéveloppemental, mais on a remarqué que des enfants qui sont trop tôt face aux écrans peuvent développer des comportements un peu autistiques. Voilà pourquoi je dis c'est bon, mais
prudence. Donc le numérique doit nous relier les uns aux autres et nous relier aussi au monde, avec la création de contenus en libre accès, de plateformes publiques et par un engagement en faveur d'une gouvernance démocratique et participative. Un dernier axe dont j'aimerais parler, c'est qu'il faut renforcer le partenariat local, le partenariat transfrontalier et aussi le partenariat mondial autour de l'éducation qui assure une coopération plus équitable au sein des pays et aussi entre les pays. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le monde est un village planétaire. Donc, on ne peut plus rester en vase clos. Mais il faut pouvoir être relié de manière avec assez de créativité. Et tout à l'heure, on parlait de nos valeurs. Vous voyez, l'éducation transformatrice doit nous emmener à regarder quelles sont nos réelles valeurs, quels sont nos besoins réels et comment nous voulons que l'adulte de demain soit réellement, connaisse ses valeurs et les compétences qu'il faut et puisse avoir l'intelligence de comprendre les relations interpersonnelles et de pouvoir faire en sorte, je me répète, je l'avais dit tout à l'heure, le développement durable et la paix. D'accord. Sans la paix, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça, c'est une valeur qu'il faut inculquer dès le bas âge et tout au long de l'éducation. Alors, coordonnateur, comment on inculque des valeurs de paix aux enfants? C'est à travers le programme d'enseignement. D'accord. C'est à travers des modules d'enseignement qu'on développe cette capacité d'être pacifique, de pouvoir régler des conflits de façon pacifique. Parce que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce dont notre nation a besoin aujourd'hui, c'est la paix. Et cette paix, on doit commencer par inculquer aux enfants depuis le ventre. J'allais dire, depuis le ventre. Il faudrait que l'enfant, on parle, vous savez qu'on peut parler à l'enfant depuis le ventre. Sûr. Voilà. Donc, depuis cet instant, on commence pas à inculquer. Lorsque l'enfant bouge beaucoup dans le ventre, on commence par lui dire, la maman commence par lui dire, mon enfant, tu es en train de troubler un peu ma tranquillité. Donc, et comme ça, déjà depuis le ventre, on commence par inculquer aux enfants un certain nombre de valeurs. Je voudrais insister sur les compétences de vie courante. Vous voyez, les programmes d'enseignement aujourd'hui n'abordent pas nécessairement les compétences de vie courante. Et au nombre de ces compétences de vie courante, ce sont les notions liées à la paix, les notions liées à la vie coopérative. L'individualisme n'apporte pas la richesse. Il faut être coopératif, il faut la solidarité, la culture de la solidarité. Aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau des filles. Dans leur parcours scolaire, on remarque que les filles abandonnent très tôt l'école, plus que les garçons. Pour quelles raisons? C'est parce que les valeurs ne sont pas inculquées de manière positive dans les programmes d'enseignement pour que les enfants, la communauté comprennent que en tant que citoyens, nous avons des droits et que chacun a ses droits. En tant que fille ou bien garçon, nous avons les mêmes droits et nous avons les mêmes capacités, les mêmes potentialités et nous avons des capacités de décider et les mêmes capacités d'agir. Et comme ça, dans les programmes d'enseignement, on montre aux enfants comment il faut créer les conditions pour que les filles et les garçons évoluent ensemble dans le même environnement, dans la paix. Et pour éviter les violences basées sur le genre. Parce que les études ont montré que les violences basées sur le genre font partie des déterminants de la déscolarisation massive de nos filles dans le système scolaire. Donc, les programmes d'enseignement doivent tenir compte des aspects liés, des aspects qui sont développés dans le domaine des violences basées sur le genre et pouvoir trouver
des solutions, des mesures pour que ces enfants qui sont à l'école puissent porter ces solutions au niveau de la communauté et pour pouvoir opérer des changements au niveau de la communauté. Très bien. On n'a pas ça aujourd'hui et on se bat pour cette aspiration. Alors, Gaëtan Kouanoukon, il faut dire que le Bénin a pris part, n'est-ce pas, au sommet mondial sur la transformation de l'éducation placé sous le lead des Nations Unies qui s'est tenu en septembre 2022. Le Bénin a pris des engagements. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens, des actions déjà menées, des actions en cours? Où en sommes-nous? Merci beaucoup, Madame la journaliste. En ce qui concerne les engagements pris par le Bénin, d'abord, nous sommes très contents que notre cher pays ait pris ces engagements-là, parce que ça répond aux besoins de la communauté, ça répond aux besoins des enfants. Et il faut dire que par rapport à ces engagements, il y a déjà des petits pas qui ont commencé par être posés. D'accord. Et nous pouvons dire qu'on peut encore faire grandes choses. Et ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est la question liée à la protection de l'environnement, la question liée à l'amélioration de la qualité de l'éducation de base, et aussi la qualité de la formation des enseignants. C'est très important. Donc, quand nous parlons de l'environnement, par exemple, il faut faire en sorte que la question liée au réchauffement climatique, la protection, plantation des arbres, il faut rendre l'école plus verdoyante. Beaucoup de ces aspects, il faut apprendre cela. Donc, nous sommes à quel niveau? Oui, le gouvernement a pris des engagements dans ce sens, liés à l'amélioration de la qualité, les infrastructures et aussi un certain nombre d'aspects liés au fonctionnement. Et je peux aussi dire que par rapport à cela... Si vous le permettez, oui. On va y revenir, si vous le permettez, oui. Monsieur Kouanoukon. Juste le temps pour nous d'aller à la rencontre de nos internautes qui sans doute ont opiné sur la question du jour. Selon vous, que doit-on changer dans le système éducatif actuel pour obtenir des citoyens capables de répondre efficacement aux préoccupations socio-économiques et culturelles de notre pays? C'était la question du jour. Ils ont été sans doute, je l'espère, nombreux à prendre part au forum de discussion. Bonjour Maurice. Bonjour Rachidatou, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce jeudi matin, vous venez de la rappeler, et il faut dire que les amis internautes ont suggéré plusieurs réformes à mener dans le système éducatif béninois pour répondre aux enjeux socio-économiques et culturels de notre pays. Plusieurs éléments sont revenus dans les nombreux commentaires qu'on a eus ce matin. Je vous l'avais dit, vous avez bien deviné, ils ont été des dizaines à réagir sur nos différentes pages dont je parlais, donc de plusieurs éléments qui sont revenus dans les commentaires. On retient par exemple la nécessité de prioriser un enseignement technique et pratique, l'enseignement des langues nationales et une réforme des curricula de formation qui tiennent compte des réalités locales, des valeurs et principes de notre pays sont également des éléments qui sont revenus. Certaines personnes ont également insisté sur la qualité de la formation des enseignants ainsi que leur traitement. C'est ce que nous allons voir dans les différents avis qu'on a eu sur Facebook, sur Twitter ce matin. Je vais commencer par Dimitri Meillon qui nous écrit qu'en réalité notre système éducatif actuel ne fait que nous apprendre à écrire et à parler le français, rien de pratique, et c'est cela qui constitue la gangrène de notre génération. Pour avoir une meilleure génération dans le futur, écrit-il, il faut instaurer la pratique à partir du secondaire tout au moins. Et parlant de pratique, précise-t-il, je fais allusion aux métiers d'avenir pouvant permettre aux jeunes d'entreprendre, car aux entretiens d'embauche, on te demande ce que tu sais faire et non ce que tu as appris, écrit cet internaute. Emmanuel
Aglossi nous écrit que notre pays doit, changer tout le curriculum de formation en s'appuyant sur nos réalités socio-culturelles et en mettant l'accent sur la pratique de faire des TIC une priorité dès le primaire. Ensuite, introduire l'éducation civique et nos langues nationales dans notre système éducatif et enfin, motiver les acteurs de l'éducation dont les rémunérations et autres conditions de vie doivent les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Frédéric Lally poursuit dans la même dynamique en disant qu'il faut recruter des enseignants ayant la vocation, enseigner nos langues et dans nos langues, penser nos propres programmes scolaires, enseigner nos vraies histoires, enseigner les valeurs et principes culturels et moraux, renforcer les cours de civisme et de patriotisme et enfin rendre les enseignements plus techniques en tenant compte des besoins de nos contrées, mais également des besoins du futur. Encore deux commentaires sur Facebook. Moutaïrou Biokou nous dit « Nous devons être plus pragmatiques désormais. On a déjà trop conjugué la théorie. Il est temps donc que nous passions vraiment à la réalisation de nos volontés. Nous savons ce qu'il faut faire, mais on n'arrive jamais à joindre l'acte à la parole. » Regrette Moutaïrou Biokou. Parfait Zinvouedo nous dit que les méthodes d'enseignement devraient être innovantes, interactives et adaptatives, utilisant donc les technologies de l'information et de la communication pour offrir des expériences d'apprentissage engageantes et personnalisées. Cela favorisera, selon lui, la motivation des élèves et leur apprentissage tout au long de la vie. Toutefois, la formation en amont des enseignants est indispensable à ces changements dans notre système éducatif. Deux commentaires sur Inks, la plateforme anciennement appelée Twitter à présent. Humpetodi Sessinou nous écrit que nous devons nous débarrasser de l'héritage de la colonisation. Allons à l'authenticité en privilégiant nos réalités socioculturelles avec des racines comme racine la formation pratique, la diplomologie. Je pense que c'est une invention de cet internaute. Le beau français et les recherches sans résultat doivent céder la place au concret. Eouzou Bemenou nous dit « Nous avons organisé un débat sur le sujet il y a 3 mois. Il en ressort une nécessité de pousser l'étude des langues nationales. Il faut des manuels scolaires en langue du pays pour stimuler le génie local. » Voilà pour conclure ce que nos amis internautes ont dit de la question du jour. Comme vous l'avez constaté avec moi, Rachidat, ils ont été très très nombreux à réagir sur le sujet. On voit bien qu'ils ont conscience, nos amis internautes, qu'il faut vraiment repenser le système éducatif béninois. Merci Maurice Tantan. Merci Rachidat. On se retrouve demain Absolument. Pour une autre question du jour. Alors, coordonnateur Hervé Kenra, vous avez suivi les avis de nos internautes. Vous êtes finalement en phase, Nous sommes en phase avec les citoyens du pays. Ils ont insisté sur nos valeurs, nos réalités socio-économiques et culturelles aussi. Vous avez constaté que les auditeurs sont préoccupés par l'aboutissement de notre système éducatif. Les enfants qui entrent dans le système, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont utiles à la société? C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de se baser sur les réalités socio-culturelles pour concevoir les programmes d'enseignement et les mécanismes, les modes d'enseignement. Et cela dit, comme on le dit souvent, l'enseignant est le premier intrant pour la qualité de notre système éducatif. Et cette qualité qui n'est pas au rendez-vous, il faut des enseignants de qualité. Et on n'a pas des enseignants de qualité. Dans cette démarche. Le gouvernement est dans cette démarche, mais le gouvernement n'a pas une politique de recrutement d'enseignants qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, nous nous contentons des enseignants, des AME, des aspirants au métier d'enseignant. Est-ce qu'il y en a assez déjà? Mais ceux-là ne sont pas venus par vocation. Nous voudrions avoir des enseignants ayant bénéficié d'une formation initiale. Mais est-ce qu'il y en a assez pour couvrir toutes les écoles du Bénin? Il y en a assez. Aujourd'hui, le gouvernement fait des efforts, mais il faut dire qu'il y a des écoles encore qui manquent
d'enseignants. Il y en a qui manquent. Parce que parmi le lot des AME qui sont alloués aux écoles, il y en a qui font défection et retournent à d'autres activités parce que ce n'est pas aussi motivant pour eux. Les conditions de vie et de travail ne sont pas aussi motivantes pour ces enseignants-là. Donc, il faudrait que le gouvernement s'engage dans une politique claire de recrutement d'enseignants qualifiés, d'enseignants qui est engagé dans des innovations pédagogiques. Parce qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de développer des innovations pédagogiques pour faire en sorte que l'enfant soit réellement préparé à la résilience, aux chocs exogènes que subissent la société aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut pour notre système éducatif et il faut des ressources. Des ressources financières, il faut de l'investissement. Aujourd'hui, le gouvernement fait des efforts, on le reconnaît, ne pas le reconnaître, ce n'est pas du tout normal. Le gouvernement fait des efforts pour que le budget alloué au secteur de l'éducation augmente d'année en année. Mais c'est pour avoir des résultats. Mais cela produit très peu de résultats, d'où la nécessité de transformer réellement tout le système pour avoir plus de résultats. D'accord. Et parlant de transformation, vous l'avez entendu sans doute, ils l'ont dit, nos amis internautes, il faut mettre l'accent sur la pratique. C'est revenu plusieurs fois et je pense que le gouvernement aussi est dans cette dynamique puisque aujourd'hui il y a cette volonté, n'est-ce pas, d'amener les enfants, les apprenants à aller vers, on va dire quoi, les écoles techniques et professionnelles. Un mot là-dessus. Merci Madame la journaliste. Vous savez, le monde va vers l'avant et c'est devenu beaucoup plus pratique et il faut former les enfants sur des choses pratiques. Et je pense que c'est le moment de dire merci au gouvernement parce que en ayant la vision d'un Bénin où il y aura suffisamment d'écoles de formation technique et professionnelle dans tous les départements, dans toutes les communes, je pense que c'est très intéressant. Maintenant, il va falloir que l'on repense là en pensant de la base jusqu'au sommet, en intégrant tous les aspects liés au fonctionnement de ces écoles de formation technique et professionnelle, de ces lycées qu'on peut implanter dans tous les départements. Je pense que c'est très important et pour le faire, il faut que nous puissions trouver véritablement les moyens pour y arriver. Et donc, il doit avoir, par exemple, si nous parlons de la pratique, des activités pratiques, c'est des aspects qui sont très importants pour que les enfants, en touchant les choses, en développant l'intelligence, en travaillant sur le matériel, puissent développer des compétences. Parce que demain, on va demander qu'est-ce que vous savez faire, quelles sont les compétences transversales que vous disposez. Et ce sont ces compétences que vous pouvez mettre sur le marché. Et il faut dire que nous sommes dans un environnement extrêmement dynamique et les choses évoluent très rapidement. Donc c'est pourquoi il faut une approche transversale qui part, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la maternelle jusqu'à l'université en se basant sur des aspects éminemment pratiques. Voilà. Alors, Claudine, Daiso, ils l'ont aussi dit, nos internautes, il faut désormais enseigner nos vraies histoires, privilégier nos réalités. On a parfois le sentiment, moi quand je vois les histoires qu'on enseigne dans nos écoles, franchement, ça nous apprend, c'est vrai, des choses, ça nous donne une large connaissance sur le monde, mais c'est pas nous en réalité. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on fasse un peu preuve de chauvinisme? Qu'on soit plus chauvin en réalité? Alors, je pense qu'il est largement temps. Oui. Vous voyez, cette manière dont l'éducation est faite dans nos pays, les programmes et tout le système est à repenser. Parce que ça ne venait pas vraiment de nous. Et comme l'a dit M. Ponoucon, quand vous voyez à partir déjà de la maternelle et du primaire, c'est bien d'apprendre à l'enfant. Imaginez qu'on enseigne à l'enfant de la maternelle
nos histoires, l'histoire de Bioguera, l'histoire de Béanzin, les enfants raffolent en réalité. Je veux en venir à ça justement. Pendant qu'on leur apprend à lire et à écrire, on doit leur faire des activités concrètes. Rien que par exemple en allant visiter une matinée, un musée, oui, pourquoi pas. Ou même juste la statue. Vous avez parlé de Bioguera, la statue de l'Amazone, leur conter l'histoire autour. En leur faisant juste un tour et en leur parlant de nos histoires, c'est-à-dire comment le Bénin d'aujourd'hui, le Dahomey d'hier était, pendant qu'ils apprennent à lire et à écrire, leur faire des activités pratiques et concrètes par des visites et aussi par de la manipulation. D'accord. Qu'on ne soit pas uniquement en train de développer l'intelligence, disons, logico-mathématique. Et déjà, à la maternelle, c'est possible. Au primaire, parmi les matières, les disciplines qui sont enseignées, on peut introduire d'autres disciplines, par exemple l'histoire de manière concrète. Aujourd'hui, nous savons que la recherche, très tôt, on emmène les enfants à faire des recherches, mais qu'on leur demande de faire des recherches concrètes sur la vie, c'est-à-dire de quoi on a besoin quand on est dans la vie de tous les jours. Que ce soit des activités concrètes qui leur parlent. Et c'est ainsi qu'on peut développer aussi l'intelligence. Vous savez, quand vous n'emmenez pas vos enfants à la maison à participer aux activités de la vie quotidienne, quand ils se retrouvent devant certains événements, ils sont complètement déboussolés. Alors que quand ils ont l'habitude de réfléchir devant des situations, ça les aide. Malheureusement, dans certaines familles, parce qu'il y a du personnel de maison, l'enfant ne lave même pas la vaisselle. Alors que quand il se trouve dans des situations concrètes, il réfléchit. Et ces réflexions-là vont l'emmener à être très, très, très concret. Et je voudrais dire que ça, c'est à tous les niveaux. On peut faire les disciplines qu'on a l'habitude de faire, traditionnelles si je peux dire, mais faire grâce à la créativité, introduire d'autres disciplines qui vont emmener les enfants à connaître la réalité de leur pays, de notre pays, et aussi à se retrouver devant des situations d'apprentissage. Moi, je pense que c'est très, très, très important. Et tout à l'heure, j'avais envie de réagir quand vous parlez de paix. Le coordonnateur a dit déjà, même dans le ventre de la mère. Vous savez, un enfant qui est dans le ventre de sa mère et que ses parents se disputent tout le temps, c'est déjà un germe qui commence là. Et après, pendant qu'il grandit, l'enfant a besoin de grandir dans une atmosphère de paix, paisible. Et je répète, parce que j'y tiens, la paix, le développement durable sont liés. Et déjà, à l'école, dans l'enseignement-apprentissage que les enseignants proposent aux enfants, ils doivent leur apprendre à régler les situations de conflit. Il ne faut pas fuir les conflits, mais il faut savoir les régler. Alors, la paix, quand la paix manque dans le monde, c'est parce que la paix a commencé à manquer entre deux individus, au sein d'une communauté, au sein d'une ville, d'un pays, et puis ça éclate. Si à chaque niveau, on apprend à l'enfant à avoir une attitude de paix, à rechercher la paix et non à rechercher j'ai tort, j'ai raison, mais quelle est ma responsabilité et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer déjà cet endroit où nous vivons ensemble, que nous puissions vivre ensemble dans la quiétude de la paix. Ça commence par là. Les compétences de vie courante. Et ce n'est que en le faisant, comme je dis, tout au long de la vie. Il y a des activités concrètes pour la maternelle, pour le primaire, pour le secondaire et même à l'université. Il ne faut pas qu'on forme que des personnes avec une tête
bien faites, bien pensantes, mais aussi des gens qui puissent faire quelque chose avec leurs mains. Sortir, comme l'a dit le téléspectateur, l'internaute, de la comment il a appelé ça déjà? Diplomologie, enfin, comme ça. Il a inventé son mot, mais c'est pour dire le diplôme pour le diplôme. Non, aujourd'hui, votre diplôme ne sert à rien si vous ne savez rien faire. Oui, c'est très important. Réfléchir. On a parlé de bureaucratie. Oui. Et c'est ça, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'on ne soit que des personnes qui savent porter de beaux vêtements, la cravate, et puis devant le concret, on est perdu. Et ça, c'est depuis. Et il y en a beaucoup comme ça. Hein. Vous leur demandez quel diplôme vous avez, ils sont capables de vous dire j'ai un master, j'ai un ci ou ça, mais ils ne savent rien faire, franchement. Alors, coordonnateur, une chose est sûre, ce qu'on retient, c'est que la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, la CBO-EPT que vous coordonnez, n'entend rien lâcher tant que notre système éducatif continuera à fabriquer des automates. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les choses aillent un peu plus vite? D'abord, ce que nous faisons, c'est d'informer le public. Nous informons le public sur les défis et enjeux de notre système éducatif et sur les limites. C'est le travail que nous faisons. Et c'est pourquoi nous avons été très heureux quand vous nous avez appelés pour organiser cette émission, parce que ce thème coïncide avec le thème retenu au niveau mondial pour célébrer la Semaine mondiale d'action pour l'éducation en fin de ce mois-là. Donc, nous disons que c'est vraiment une opportunité. Donc, il y a l'information que nous faisons. Il y a également des études thématiques que nous faisons pour pouvoir avoir des arguments de plaidoyer à l'endroit des décideurs et insister sur ce qui ne va pas et les propositions de la société civile. Parce que la société civile doit assurer la veille pour être force et source de propositions au pouvoir public. Parce que nous ne sommes pas des antagonistes avec le pouvoir public, nous sommes des partenaires pour le pouvoir public et nous les accompagnons à atteindre les objectifs de l'éducation au Bénin en mobilisant les acteurs autour des enjeux et défis et en faisant en sorte que au niveau communautaire, que chacun se retrouve par rapport aux défis et enjeux de l'éducation et puisse s'approprier ces enjeux au niveau communautaire. Et nous travaillons pour que, au niveau communautaire, qu'on ressente l'aboutissement, les résultats du déploiement d'un système éducatif au niveau communautaire, parce que l'éducation, c'est ça qui développe des capacités, c'est ça qui fait en sorte que le développement au niveau communautaire s'enracine. Et pour que cela s'enracine, il faudrait que le système éducatif qui est en place puisse répondre aux objectifs des communautés. Et bien entendu, vous travaillez aux côtés d'autres acteurs, n'est-ce pas? Beaucoup d'autres acteurs. Dans le secteur de l'éducation. Vous êtes aux côtés du Conseil national de l'éducation et nous les rencontrons régulièrement pour donner nos opinions, nos propositions, parce que nous faisons des documents de position et de propositions techniques pour améliorer l'existant. Parce que pour nous, le développement du système éducatif n'est pas l'affaire des pouvoirs publics seuls. C'est aussi l'affaire des communautés, même l'affaire des enfants. Et nous avons besoin d'écouter également les enfants pour que le système qui est en place puisse vraiment prendre en compte toutes les préoccupations, tous les besoins de la communauté, de la nation. Parce que ce que nous visons, c'est le développement durable. Très bien. Merci donc à vous pour ce débat très enrichissant. Nous rêvons d'un secteur éducatif très performant. En l'état, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas encore ça. On peut mieux faire, il faut davantage faire en sorte que nos enfants, n'est-ce pas, ne réagissent pas comme des robots. Franchement, c'est très important. Merci déjà à Arsène Adifon, président de
de la coalition, CBO, voilà, de la CBO, EPT. C'est déjà fini pour ce débat. Très rapidement, votre mot de la fin, Gaëtan Ponukon. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le gouvernement pour ce qui a été fait et ce qui se fait, et nos attentes également pour améliorer la performance du système éducatif. Je voudrais dire un mot. Il faut désormais que la maternelle, le préscolaire, soit pris en compte dans tout le processus, s'il doit y avoir des réformes dans ce sens-là. Donc, je voudrais aussi dire que nous sommes véritablement engagés et nous sommes prêts à accompagner le système et accompagner aussi le développement de notre pays. D'accord. Claudine Daïsa, votre mot de la fin? Alors moi, je voudrais dire que je rêve d'une société inclusive. Et pour qu'une société soit réellement inclusive, il faut commencer à la base. L'éducation inclusive de qualité pour tous les apprenants, quel que soit l'apprenant, que l'apprenant soit issu d'un milieu défavorisé, que l'apprenant soit handicapé ou non, que l'apprenant soit une fille ou un garçon. Il faut que l'éducation inclusive de qualité soit une réalité. Et pour cela, il faut intégrer l'éducation transformatrice dans tous les programmes, la pédagogie, les évaluations. Il faut transformer l'environnement d'apprentissage et surtout, il faut investir dans les enseignants. Les enseignants, c'est très important. Un enseignant qui a de la vocation, un enseignant qui est bien formé, est un enseignant qui peut accueillir tous les enfants et faire des prouesses. Alors, coordonnateur, vous avez le mot final? Le mot final, c'est un mot de plaidoyer à l'endroit des autorités afin que le chantier qui est en cours par rapport aux réformes curriculaires puisse prendre en compte nos préoccupations et il faudrait que le processus n'occulte pas la consultation au niveau départemental et au niveau national. Il faut que, à un niveau donné du processus, que les populations puissent opiner sur ce qui est en train d'être conçu, ce que le gouvernement est en train de proposer en termes de programme, en termes de curricula d'enseignement. Il faudrait que les populations puissent opiner là-dessus. Donc, le processus en cours, je souhaite qu'on n'occulte pas cette étape très importante de consultation nationale. Très bien. Merci à vous pour cette contribution, on va dire importante, n'est-ce pas, au débat sur le système, la qualité de notre système éducatif. Il faut dire que le Bénin est bien engagé dans la transformation de l'éducation. Vous l'avez évoqué, il y a quelques semaines, le CNE a lancé une réforme curriculaire plus profonde qui touche la maternelle, le primaire et le secondaire. Et c'est un vaste chantier, évidemment, de refondation des programmes d'enseignement. Il y a l'accroissement des ressources allouées à l'éducation, l'accélération de l'éducation des filles qui fait l'objet aussi d'un programme plurisectoriel afin de garantir la promotion de l'égalité des sexes, de l'équité, la promotion du leadership féminin et l'autonomisation des femmes. Il y a tellement de choses, mais comme on dit, c'est une phrase passe-partout. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Merci à vous d'être passé sur 5 sur 7 de ce jour. Des débats du genre, voilà. On en aura dans les jours à venir. Les jeudis, vous le savez, on parle éducation. Et donc, merci au CBO, EPT, qui désormais est un allié sûr, on va dire, du débat des jeudis. Voilà. Et donc, c'est fini. On y va maintenant à la quête, n'est-ce pas, de l'actualité sportive. Il est déjà à la Blaise Adampo. Voici pour vos sports matin.